sont bien les Cavs qui continuent à gagner une série exceptionnelle de 17 victoires sur les 18 derniers matchs. Ils sont fantastiques des deux côtés du terrain. Et c'est une équipe surtout qui est maintenant avec un bilan de 35-16, deuxième de la conférence Est, juste derrière les Boston Celtics. Enfin, juste derrière quand même 5 matchs d'écart, tant les Celtics continuent à gagner des matchs. Première impression, Erwan, les Cavs, on les a vus jouer à Paris il y a quelques temps. Et on se souvient aussi des playoffs de l'année dernière. Bon, avant de parler de tout ça, ça va très bien pour eux. Ouais, ça va excellemment bien. De toute façon, il y a des chiffres qui ne trompent pas. Et quand on gagne 17 de ces 18 derniers matchs, c'est des stats où c'est compliqué d'aller argumenter que oui, mais bon, le calendrier était favorable. Non, non. Il y a eu 18 matchs, on a gagné 17. Donc forcément, c'est une équipe qui va très, très bien. J'allais dire au meilleur des moments. Peut-être pas, mais en tout cas, dans un bon moment de la saison où on montre pas mal de choses. Et puis, c'est surtout un petit peu, moi, j'aime, depuis l'année dernière, tu l'as dit, là, cette vilaine série de playoffs, parce qu'elle était vraiment vilaine, avec cette élimination en premier tour des playoffs face aux Knicks, ben, l'après me plaît beaucoup sur la deuxième année de Donovan Mitchell, sur la construction de cette équipe avec 2 forces arrière, 2 forces intérieures. Il mixe un petit peu plein de choses, un recrutement malin cet été aussi, sans non plus que ça soit trop bling-bling. Donc voilà, cette équipe bosse bien dans la discrétion. Et c'est vrai que tu vois, on en a parlé quand ils sont venus à Paris. C'était un peu normal, mais c'est vrai que là, c'est la première fois de la saison qu'on en parle, mais parce que c'est une équipe discrète, mais une équipe qui bosse très très bien. C'est une équipe qui bosse bien, c'est une équipe qui a eu des blessures aussi cette saison. Et ça a coïncidé aussi à un moment où les choses se sont mises en place. Ça arrive parfois avec des équipes. Normalement, on attend d'être complet pour pouvoir carburer. Non, là, au contraire, c'est une équipe qui est revigorée par le retour de 2 titulaires, bien sûr. Vous savez, je parle de Darius Garland et d'Evan Mobley, qui sont 2 des 4 meilleurs joueurs de cette équipe. Bon, on va prendre tout ça petit à petit. D'abord, on va commencer par parler de la défense. Parce qu'il y a des stars, oui, mais il y a surtout une équipe qui est très, 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 très en place. Écoute ces stats, Erwan. Sur les 15 derniers jours, c'est tout simplement la meilleure équipe en défense en NBA. Au rating, ils sont... Tiens, attends, je les ai... 104, un peu plus de 104 Ils sont points. à 104 points encaissés sur les 15 derniers jours, sachant que l'autre grande équipe défensive de la saison, c'est Minnesota. Ils sont à 108 sur la période. C'est aussi l'équipe qui défend le mieux dans sa raquette, donc 42 points encaissés par match. Et c'est aussi qui défend le mieux sur les adversaires. Bon, quand je dis ça, c'est par rapport au pourcentage. 43,5%, ils sont aussi premiers. La défense est mise en place tout simplement et ça donne une super équipe. On n'apprend rien. On sait très bien que la défense, dès qu'en NBA, une bonne défense collective se met en place, forcément, les résultats et les séries de victoires arrivent tout de suite. C'est une équipe, c'est vrai que l'année dernière, qui, avec l'arrivée de Donovan Mitchell, et on se souvient de Donovan Mitchell, quand il arrive, quand il prend le pouvoir un petit peu au Jazz, que c'est une équipe défensive d'abord et qu'il en fait une équipe d'attaque pour la fin qu'on connaît. Moi, j'étais curieux de voir aussi cette équipe, comment elle allait pouvoir aussi défensivement mettre des choses en place autour de Donovan Mitchell, qui est clairement le go-to-guy de cette équipe-là. Et j'ai l'impression que ce garçon a évolué, clairement aussi, et qu'il a peut-être compris que les choses devaient d'abord se passer défensivement, parce qu'offensivement, on n'est pas inquiet pour Donovan Mitchell, les choses se passeront toujours. Et je trouve que ce qui se passe défensivement, c'est très intéressant. Ils ont à l'intérieur, certes, 2 grands défenseurs élites, protecteurs de cercle. Après, sur les postes extérieurs, ils ne sont pas des monstres de défense, mais par contre, ils ont des vrais principes. Ils ont des vrais principes défensifs, collectifs, et tout le monde est appliqué, et ça marche. Ils ont des principes, et puis ils ont aussi une force collective, parce qu'il y a bien sûr tactiquement... Tu peux mettre autant de bonnes choses en place que tu veux quand tu es coach. À un moment donné, la défense, c'est une responsabilité individuelle. Oui. Et l'expression collective, donc à la fois pour cacher un mec comme Darius Garland ou un gars comme Donovan Mitchell, alors ils les cachent pas vu qu'ils sont en première ligne, mais ils arrivent clairement à ce qu'ils ne soient plus du tout pénalisés. Tu as raison de dire que c'est peut-être l'aspect de leur jeu où ils sont le plus friables, ces gars-là, mais quand ça tourne bien, tout va bien. J'ai lu un truc intéressant, il disait que eux, ils avaient, JB Bickerstaff, le coach, disait qu'il avait alors je sais pas comment il l'a appelé exactement, mais c'est un truc des 3 défenses de suite. Leur but, c'est d'arriver à enchaîner un maximum de fois dans un match 3 défenses sans encaisser un panier. C'est un objectif. Donc, une série, quoi. Une espèce de série. Donc, si tu sais que tu as fait une interception, la défense d'après, c'est particulièrement J'ai jamais entendu ça. Mais moi non plus, j'ai vu ça. Mais c'est vrai que ça te met des objectifs sans arrêt. Mais à très court terme. À très court terme, ouais. Tu sais que tu en as fait une deuxième. Les gars, celle-là, c'est encore la nôtre, etc. Bon, tu prends un panier ou un deuxième panier, mine de rien, tu peux relancer cette série assez rapidement. La défense d'après. C'est archi kiffant, non? Ouais, c'est pas mal. C'est des trucs qu'on aime bien. Bon, Donovan Mitchell, tu en parlais, Erwan. Je vais vous donner ses stats quand même à monsieur Donovan Mitchell. 42 points, 42 matchs joués. En 35 minutes, il a 28,2 points, 47% au tir. Il a 6,3 passes D. Donc ça, c'est son record en carrière, tout simplement. Et 5,4 rebonds, c'est aussi un record en carrière. Bon, c'est juste un mec qui progresse, en fait. Il est toujours plus fort.
Mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'on en parle presque un peu moins de ces cartons offensifs parce que on est dans une saison où on voit des mecs mettre 70 points comme toi et moi, on met un lay-up à la Hoops Factory. Donc forcément, des fois, mettre 28 points par match, c'est presque devenu banal, même si ça ne l'est pas. Mais je vois surtout un mec qui finalement, toujours pareil, je pense qu'il n'a pas progressé individuellement. C'est pas devenu un mec qui dribble mieux, c'est pas devenu un mec qui shoot mieux. Par contre, c'est devenu un mec qui peut-être maintenant a compris ce qu'il fallait faire pour gagner. Et je pense que, et notamment quand Darius Garland a été blessé, il a fait des choses. Il a joué meneur. Oui, il a joué meneur, ce qu'il avait déjà fait avec le Jazz. Mais j'ai l'impression que ce garçon est en train d'apprendre. Je ne sais pas s'il est arrivé au bout du chemin encore. On le saura certainement. On aura un début de réponse en playoff. Mais j'ai l'impression que ce garçon est en train de progresser dans sa manière de comprendre comment aller au bout. On sait que, on en a parlé avec Devin Booker quand il était un peu plus jeune, qui était très fort, mais maintenant apprendre à gagner des tours de playoff, apprendre à aller gagner un titre, c'est des étapes comme ça dans une vie de grand joueur dont il fait partie. Ben, j'ai l'impression qu'il est en train d'apprendre maintenant non plus à être un scoreur, non plus à être un go-to-guy d'une bonne équipe. Il est en train d'apprendre et de devenir peut-être un mec qui peut faire gagner son équipe. Et ça, je trouve ça archi intéressant. Après, lui, il est aussi dans cette période qui est toujours un petit peu chelou, encore plus pour les joueurs américains. C'est que tout le monde sait que dans un an et demi, il est en fin de contrat. Il a une player option de 37 millions pour 2025-2026. Il y a eu des rumeurs là ces dernières semaines, enfin moins ces derniers temps, mais quand juste avant Paris, on se posait la question, Donovan Mitchell sera-t-il encore dans l'effectif? Il y a eu des rumeurs, lui, quand on avait eu la chance de discuter avec lui, bon, il disait, moi ça me touche pas, je fais mon taf et de toute manière, mais c'est quand même une réalité de ces joueurs-là en NBA. On parle beaucoup des Knicks, on parle beaucoup d'autres équipes dans lesquelles il aimerait peut-être lui personnellement jouer et donc plus être aux Cavs. J'ai l'impression que c'est aussi le meilleur visage de Donovan Mitchell parce qu'il y a ce truc-là autour. Plus qu'un épanouissement momentané. Je sais pas. Je suis pas aussi convaincu que toi. J'ai l'impression que l'environnement compte beaucoup. Alors oui, évidemment, de toute façon, les destinations comme les Lakers, comme les Knicks, comme Miami, peut-être, ça fait toujours plus fantasmer par rapport à la qualité de vie. Surtout, bon, Cleveland, ça n'a pas la meilleure des réputations depuis que notre ami Joachim Noah les avait détruits en conférence de presse en playoff. Mais je trouve qu'aujourd'hui, moi, je sens surtout dans sa manière de jouer un contrôle. Encore plus, il y a moins de déchets, je trouve, que par la suite. Et surtout, il arrive à faire des choses beaucoup plus justes. Et c'est ce qui me dit que peut-être bosser aussi avec moins de pression que tu peux avoir à New York ou à Los Angeles pour peut-être essayer un jour de jouer une finale de conf, une finale NBA. C'est peut-être aussi dans des contextes comme cela que tu peux peut-être te faciliter la tâche. Et en plus, j'ai l'impression que le front office des Cavs lui donne l'équipe pour pouvoir fantasmer de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça se passe bien. Ça se passait déjà bien l'année dernière. Oui. Et on a connu un crash sportif ouais, ça, c'est le genre de crash sportif. Si ça arrive une deuxième fois, alors j'ai du mal à croire qu'il se fasse taper au premier tour comme avec les Knicks l'année dernière où vraiment c'était terrible. On les a pas reconnus, on va en reparler. Hein. Mais c'est tout à fait le genre d'événement sportif qui te font dire, ah, gros, en fait, il va jamais rien se passer de bien ici, et ce sera peut-être le moment pour lui de partir. Moi, j'étais curieux, j'avais même voir quelques inquiétudes, parce que se faire sortir au premier tour par une équipe qui est moins bien classée, ça peut arriver, surtout quand c'est 4-5. Maintenant, ils se font botter 4-1, ils sont inexistants dans le combat, ils se font marcher dessus. Et Donovan Mitchell, je me souviens notamment au Garden, il gueule au temps mort. Il s'en prend à ses coéquipiers. Et forcément, ça rappelle, alors qu'il n'y a pas si longtemps, le Donovan Mitchell qui s'était un petit peu extirpé du groupe à la fin sur le Jazz en mode je suis le super-héros. On se souvient, on l'a souvent pointé du doigt. Super-héros, héros ball, tout ça. Et je me suis dit, oula! Alors qu'ils semblaient avoir construit quelque chose de pas trop mal sur la saison régulière, je me dis, les playoffs, de toute façon, souvent, ça peut être un déclic vers le haut, ça peut être aussi un déclic pour que tout explose. Donc j'étais très curieux de voir cette année-là, ce début de saison, ce qu'ils allaient faire, comment ça allait être à l'intersaison. Et finalement, ils ont continué avec de la stabilité. Ils ont ajouté Max Strus, Georges Niang, qui sont des joueurs malins, shooters. Et ils ont manqué cruellement l'année dernière. Shooter, mais surtout c'est des joueurs aussi malins. C'est pas que des shooters, c'est des mecs qui se déplacent bien dans le jeu, qui sont un peu des filous, surtout Georges Niang. Donc ils ont recruté malin et je pense qu'ils ont responsabilisé des joueurs qui sont passés au travers lors des playoffs l'année dernière en disant les gars, c'est pas normal. Maintenant, faut revenir revanchard. Et quand je vois Jarrett Allen, la saison qu'il fait, qui est l'un des pivots les plus sous-cotés que j'ai pas vu depuis ces 10 dernières années,
Quand je vois la saison qu'il fait, je me dis ok, d'accord. Lui, en tout cas, il a dû passer un mauvais été quand il a dû revoir ses matchs de Et playoff. il a bossé. Jared Allen, cette année, c'est 46 matchs. Il a que 25 ans, Jared Allen, encore. C'est fou, hein. Il a 15 J'ai l'impression points, que 10 ça fait 10 ans rebonds. qu'il a NBA. Ouais, c'est clair. 15 points, 10 rebonds. Toujours avec des hauts pourcentages, hein, il a 64%. On pensait, d'ailleurs, moi, j'étais persuadé que c'était lui qu'ils allaient rappeler pour aller au All-Star Game. Ils ont appelé Scotty Barnes après les blessures, ce qui avait surpris un petit peu tout le monde. Bon, écoute, il pourra aller aux Bahamas, lui aussi, pour se reposer et lancer la suite de la saison. Avant de continuer de parler des Cavs, on va eh bien, recevoir notre premier auditeur, Yannick, qui nous appelle via Discord. Hein. Vous pouvez nous appeler via Discord pour participer au débat. C'est pas mon frère. Ah bah, je sais pas, on va le savoir non, tout de suite. je pense On a pas. aucune Pour parler idée. des Cavs, c'est pas mon frère. Et pourquoi pas. Il veut parler de l'OM aussi, peut-être. Salut Yannick. Pas du tout, les gars, pas du tout l'OM. Non, 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 non. Comment ça va? Ça très va et bien. toi? Ouais, super, super. Merci Bon, beaucoup. tout roule? Ouais, tout roule, merci. Tout roule Ouais, impeccable. et ben, tu nous as entendu un petit peu parler des Cavs. Bon, tout va Yes. très bien pour eux. On a parlé de Donovan Mitchell. Parle-nous de toi un petit peu donne ton avis par rapport à Donovan Mitchell. Bah, franchement, je pense que je sais pas s'ils sont entourés de bonnes personnes, l'entourage, mais j'ai l'impression vraiment que au niveau de sa mentalité, il a vraiment upgrade, mais de folie. Et je pense vraiment tout tourne bien. Bon, après, c'est facile quand il y a les victoires qui s'enchaînent, mais j'ai vraiment l'impression qu'avec cette équipe de Cleveland, maintenant depuis une vingtaine de matchs, il y a vraiment tout qui est sur les bons rails. Je pense qu'ils ont enfin compris que avec l'attaque, ils vont pas s'en sortir, qu'il y a d'autres, en tout cas, équipes beaucoup plus fortes qu'eux offensivement, et que ça doit passer par la défense. Et le retour d'Evan Mobley de blessure, Max Strus qui enfile les filoches, on a même un George Niang, je savais même pas qu'il pouvait aussi filocher à 3 points. Tu n'as pas dû incroyable. le voir beaucoup Et, jouer alors, hein, parce que c'est Sa force. son fond de commerce, à Georges Niang, d'envoyer des grandes filoches. Hein. Ouais, mais il est toujours sur le court. Enfin, voilà, c'était pas moi en tout cas la première qualité du bonhomme que je voyais. Ou en tout cas, je trouve qu'il est très intelligemment utilisé. Et puis en fait, moi, ce que je vois surtout, c'est que tout est fluide en fait. Vraiment, tout est fluide. J'ai l'impression qu'il force même pas le jeu. Jarrett Allen, il est vraiment solide aussi dans la raquette. Evan Mobley, ça tourne bien. Max Strus, Donovan Mitchell. J'ai vraiment l'impression, Caris LeVert. J'ai vraiment l'impression que tout roule vraiment dans cette équipe. Et puis surtout, quand je vois le nombre de points marqués par leur adversaire, on tourne les 2 derniers matchs, ils sont 95 points. Autrement, ça se tourne à 101, 106. Bon, ils en prennent 121 par les Pistons, mais bon, ouais, pas le en vouloir. Mais j'ai l'impression que vraiment, ouais, tout roule. Tout roule pour cette équipe des Cavs. On est tous plutôt d'accord avec toi. Je vais vous donner le 5 majeur parce que c'est important aussi. Il y a une équipe qui s'est dégagée là, depuis le retour des blessures tout simplement. Donovan Mitchell et Darius Garland, on en a déjà parlé ensemble. Evan Mobley et Jarrett Allen. Et donc Max Strus débute sur le poste 3. Mais ils ont aussi un bon banc. Donc ils ont trouvé une alchimie d'équipe, mais ils ont aussi trouvé, grâce à Caris LeVert et son scoring, George Niang, tu en as parlé, quand je vois l'arrivée de Sam Merrill dans cet effectif, un autre vrai shooter, et t'en as besoin. Ça mérite d'être souligné. Ça mérite d'être souligné, absolument. Je peux même revenir un peu plus dans la saison. Craig Porter Jr., que tout le monde a découvert, là, qui a donné de vraies bonnes minutes quand il y avait des problèmes. Je pense aussi à Dean White. Bon, Tristan Thompson a eu 2-3 problèmes. Et à Paris. Il y a eu 2-3 problèmes, et donc on le verra plus. Mais c'est quand même une équipe qui a réussi à se créer une alchimie, toujours avec les doutes énormes qu'on a autour de Jamie Biggerstaff. Ça, c'est quand même une résultante du projet. Quoi. Moi, quand une équipe fait 17 sur 18 en victoire, que depuis 15 matchs, elle est meilleure défense NBA et qu'elle est aussi 5e au rebond, à un moment donné, je ne peux pas tout lui enlever à ce coach. Ah bah non, surtout pas, t'as raison. Il a lui aussi, on rappelle que c'est un jeune coach, qu'il a certainement dû lui aussi passer un été un petit peu compliqué. Et je pense qu'il a dû avoir chaud cet été quand même. Mais encore une fois, j'aime quand on veut se servir d'une défaite pour responsabiliser les responsables de la défaite. Et clairement, JB Bickerstaff s'était fait out-coacher par Tom Thibodeau en playoff l'année dernière. Et je pense qu'ils ont dû dire, bon frérot, tu fais ce rouge par tonton Thibodeau, mais maintenant, montre-moi ce que tu as dans le bide. Montre-moi comment tu peux réajuster ton basket qui était un petit peu simpliste. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il fait sur des bases défensives en plus. Donc, ça permet d'avoir encore plus de vision. En début de saison, on a loué beaucoup les qualités des Pacers sur un jeu d'attaque incroyable. Mais on sait que le jeu d'attaque, quand ça va plus, il n'y a plus grand-chose. Là, quand tu défends comme défendent les Cavs en ce moment, tu peux te projeter un petit peu plus loin que ce que sont projetés les Pacers.
je trouve. D'accord. Donc mettre en place une défense comme ça, pour moi, la vision à moyen terme, et même sur cette saison, elle peut t'emmener, quand on voit que, certes, Boston est au-dessus, que les Knicks ont bien bossé, mais qu'il y a des blessés en ce moment, que Milwaukee est plus que jamais vulnérable, que les Sixers, depuis que Joel Embiid est blessé, bah, on se demande s'ils vont faire les playoffs. Hein. J'exagère un peu, mais on est un petit peu là-dedans. Donc je me dis, mais pourquoi pas les Cavs, ils n'ont pas un coup à jouer? Pourquoi ils n'auraient pas un coup à jouer? Moi, en tout cas, l'instant saison, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Yannick, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que les Cavs, quand je prends à l'instant T ce qui se passe dans la conférence Est, je me dis, mais cette équipe-là, elle a tous les droits d'être ambitieuse. Alors complètement, je te rejoins tout à fait là-dessus. La première chose surtout, c'est qu'on peut facilement tomber et taper sur les doigts sur les coachs. Là, en tout cas, franchement, comme tu l'as dit, 17 victoires sur les 18 derniers matchs, on peut que lui donner du crédit à Bickerstaff. Et puis voilà, le banc tourne bien. Et puis surtout que, effectivement, il y a tout qui roule. Moi, après, c'est ma petite réserve, c'est comme d'ailleurs toutes les équipes, c'est les blessures. Ah ouais, et je sais que, enfin voilà, Cleveland n'est malheureusement aussi pas épargné par les blessures. C'est juste ça qui m'inquiète un petit peu, mais après, effectivement, quand on doit se positionner sur des équipes à l'Est, alors certes, ils sont derrière les Celtics, je les mettrais presque au même niveau que les Knicks. Enfin, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, si. Mais bon, effectivement, chez les Knicks, il y a pas mal de blessés. Mais ouais, non, franchement, après, j'ai envie de voir comment ça va se passer aussi en playoff, parce que effectivement, c'est aussi une autre saison qui commence. Et voilà, Bickerstaff s'est effectivement fait out-coacher. Mais j'attends de voir en playoff. S'ils sont à 100% et que tout le monde est là, ça va vraiment être une équipe très très intéressante et je pense aussi très solide à suivre en playoff. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va parler d'un mec qui est important. Tu as parlé des blessures, et tu as raison de souligner ça. Ils ont joué sans Darius Garland et sans Evan Mobley pendant une vingtaine de matchs. Arrêtons-nous sur leur poste 4, qui pourrait jouer 5 d'ailleurs, Evan Mobley. Evan Mobley, donc, dans ce début de carrière, est très très bon. Il finit deuxième du rookie de l'année pour son année rookie en 15 points et 8 rebonds. L'année dernière, il est dans la première équipe défensive. Il est troisième du défenseur de l'année avec ses 16 points, 9 rebonds. Cette année, ses stats sont à peu près pareilles que l'année dernière. Il est à 15,9 points au lieu de 16,2. Il est à 10,3 rebonds au lieu de 9, mais il y a ces 20 matchs manqués. Erwan, dis-moi ce que tu en penses, toi, d'Evan Mobley, de son impact aussi sur son équipe. Enfin, j'ai l'impression quand même qu'il y a deux joueurs qui performent plus que lui dans son équipe. Hein, alors que, quelque part, d'après moi, sur le potentiel et sur ce que j'attends de lui, ça devrait être le deuxième joueur. T'as peut-être raison, mais aujourd'hui, il y a Donovan Mitchell qui est incontestablement le numéro 1, et tu as Jarrett Allen qui est là, qui fait un chantier, qui a, je pense, profité, sans le vouloir, hein, mais qui a profité de l'absence et de blessures d'Evan Mobley. Et Jarrett Allen, tu l'as rappelé, il a que 25 piges. Hein. Il n'a pas 32 piges en fin de carrière. Peinard, il est là. Je pense que c'est un joueur qui progresse encore et qui, aujourd'hui, fait partie du gratin des pivots NBA. Donc, et j'ai l'impression qu'en parallèle, Evan Mobley n'est pas un... Comment dire ? Je trouve qu'il a il a le bon état d'esprit. Il ne va pas entrer dans une concurrence avec Jarrett Allen, qui est un mec archi sain. Donc j'ai l'impression que les deux finalement ne se tirent pas la bourre, mais plutôt sont... Tu vois, quand Evan Mobley pour moi est revenu, il s'est pas dit je vais prendre plus de tirs parce que finalement Jarrett Allen a fait un énorme passage. Il a commencé derrière lui, ils ont laissé du temps. J'ai l'impression qu'il ne force pas les choses et il fait Evan Mobley, mais depuis qu'il est rookie, moi j'ai cette impression-là, c'est qu'il amène ce qu'il faut à l'équipe. D'abord. Avant de penser à lui, après il a un talent naturel qu'il a amené, et on l'a vu sur ce que tu as dit, deuxième du rookie quand il est sur sa première année, troisième au meilleur défenseur de l'année dernière, mais c'est pas quelqu'un qui force le jeu. Voilà, je trouve. Et je pense que c'est une qualité qui paiera peut-être un peu plus par la suite, si certains peuvent être frustrés et aimeraient en voir plus, mais il est à côté d'un des tout meilleurs pivots NBA aussi, donc c'est à mettre en perspective. Moi, je suis pas spécialement inquiet de voir Evan Mobley pour sa troisième année, être un petit peu en dessous de ce qu'il pourrait potentiellement être, parce qu'il est dans une équipe qui aujourd'hui est deuxième de la conférence Est. Il n'est pas dans une équipe qui joue le play-in et qui se bat pour avoir un spot en play-off à la 6e place. Il est dans une équipe top à l'Est. Tu dis quoi, Yannick, de ça ? Je suis totalement d'accord. Et effectivement, quand je regarde cette équipe, je me dis qu'en fait, ils font vraiment les choses sans forcer, que c'est fluide. Et je reviens sur le mot, je pense, qui est important, en tout cas, par rapport à l'esprit de compétition entre les deux. Je pense que c'est vraiment très, très sain. Ils ne forcent pas, ils voient que les résultats sont là, ça marche. Je pense qu'il y a une hiérarchie qui est aussi bien établie. Je pense que l'atmosphère et l'ambiance dans le vestiaire doit être très saine aussi.
Et voilà, je pense vraiment que tout le monde est en symbiose et que tout le monde est revenu de blessure et que ça joue. Et puis effectivement, alors du coup, Jarrett Allen a profité un petit peu, entre guillemets, de l'absence de Mobley pour voilà, bien performer. Et puis voilà, il fait que des doubles-doubles. J'ai l'impression qu'il force jamais. J'ai l'impression que quand il finit les matchs, il n'a pas une goutte de transpiration. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est vraiment gaillard. Et je pense vraiment, voilà, c'est très fluide. Et voilà, il force pas. Et ça marche et ça gagne. Ok, j'ai quand même la sensation, là, ce que vous dites, vous avez entièrement raison, mais pour moi, la bascule, c'est lui qui est censé la faire. C'est-à-dire que Donovan Mitchell, tu connais ses qualités, ses défauts, tu connais la hiérarchie d'équipe, c'est lui le boss. Bon, il n'y a pas trop de doute. Darius Garland doit encore continuer à progresser défensivement, physiquement, on peut en discuter, même si d'après moi, pour moi, lui, ça doit être l'arme numéro 1 de tes arrières dans ton équipe. Bon, là, ils jouent tous les deux, ça se passe bien, tant mieux pour eux. Combien de temps ça durera? Mais Jarrett Allen, super joueur, All-Star si tu veux, mais on connaît aussi les défauts de ces pivots-là, c'est qu'en général, c'est pas lui qui te fait gagner des séries de playoffs. Il peut dominer et Pour tout. l'instant. Je pense que jamais dans sa vie, il fera gagner une série de playoffs. Ça me regarde. Evan Mobley, oui, du coup. Alors qu'Evan Mobley a le potentiel à un moment donné pour être, t'as ton option, allez, une, je m'enflamme peut-être, mais en tout cas ton option 2, en attaque et en défense, à qui tu donnes des ballons. Enfin, dans sa progression, c'est ce que je l'imagine. Donc, oui, aujourd'hui, ça marche, et tant mieux. Et là, on va ouvrir le champ des playoffs, là, le chapitre des playoffs pour voir ce que vous en pensez. Mais il est bien mignon, Jarrett Allen, mais moi, si j'étais Evan Mobley, même si on est très potes, mon but, c'est de le grailler. Et mon gros souci, c'est que à terme, j'ai beaucoup de mal, enfin, j'y crois pas du tout, je n'y crois pas du tout, pardon, d'ailleurs, c'est que deux intérieurs comme ça ne marche pas. Ça marche pas. Quand tu vas loin, ça marche pas. Il faut que Evan Mobley soit seul dans la raquette. Il faut qu'Evan Mobley soit avec un intérieur qui soit capable de lui offrir du spacing pour qu'un jour, il puisse dominer. D'accord, donc il faut le repositionner en poste 5 et il faut lui mettre un poste 4 plus moderne. Je sais pas, Yanis, il est avec un poste 5 qui shoot à 3 points. Donc je dis juste que. Plus moderne, donc. Ouais, non, mais en tout cas, un mec qui shoot à 3 points. Brook Lopez, si tu veux. Brook Lopez, Si tu veux, mais en tout cas, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Il y en a qu'un comme ça à NBA. Il y en a qu'un seul aussi fort, peut-être, mais il y en a plein des mecs qui peuvent tirer à 3 points et qui sont complémentaires. Donc là, l'équipe marche bien et je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser sur l'instant T de cette line-up. Je dis qu'à terme, Evan Mobley, c'est ton plus gros potentiel dans l'effectif. Faudrait pas le gâcher en le faisant jouer pendant 10 ans avec Jarrett Allen. Sauf si tu es champion en 2 ans. Bon, là, on en rediscutera. Mais si ça marche pas. Alors, sur tes 10 dernières années, jouer grand comme ça, dire qu'on gagne pas, t'as pas de tort. J'ai quand même l'impression qu'à l'Ouest, il y a une équipe qui joue grand et qui est plutôt pas mal placée. C'est Minnesota. Ah ouais, d'accord, mais j'ai hâte de les voir en playoff. Hein. Toutes les équipes de saison régulière. Non, mais d'accord, mais aujourd'hui, on parle à l'instant T. Alors, oui, c'est un peu la culture de l'instant, mais vu qu'on fait des émissions tous les 3 jours. Oui, mais sauf que c'est pour ça que je te parle des 10 dernières années. Et quand je te parle des 10 dernières années qui ont bien marché, je parle jamais de saison régulière. Tu penses que c'est un hasard si cette année, en saison régulière, Minnesota qui est dans l'année 2 de son projet et les Cavs qui sont dans l'année 3 de leur projet en jouant grand comme ça, si les deux équipes sont aussi bien placées, tu penses que c'est un simple hasard? Non, je crois que pour performer en saison régulière, si tu as un arrière exceptionnel comme le sont Donovan Mitchell et Anthony Edwards, et que tu as une grosse défense, ça te suffit pour avoir l'avantage du terrain. Ok. Et là, tu peux être une équipe de taille, pas de taille, ça, c'est ta petite salade, t'en fais ce que tu veux. Mais moi, je me projette toujours pour les playoffs. Et peut-être que c'est un peu tôt pour cette équipe. Enfin, quoique, ils ont déjà joué les playoffs et ils se sont fait laminer par une équipe qui les a dominés au rebond. Donc, l'acte 2 de ce projet de Donovan Mitchell, c'est prouver qu'ils peuvent faire une finale de conf, au moins passer un tour, voir une progression, etc., etc. Juste, je me projette à moyen terme. Je ne pense pas que tu puisses vraiment former une line-up avec Evan Mobley et Jarrett Allen pour être 10 ans, 5 ans en finale de conf. On en revient, et dites-nous dans les commentaires, et Yannick, je veux ton avis aussi là-dessus, je trouve qu'on en revient encore une fois à cette sous-cote terrible de Jarrett Allen, quoi. Et ce que tu dis sur Jarrett Allen, je te trouve très sévère. Pour moi, Jarrett Allen, c'est du tout bon, quoi. Moi, quand les Nets le laissent partir à l'époque, c'est une énorme erreur qui vont payer longtemps après parce qu'on sait qu'ils vont jouer sans pivot pendant longtemps et que ça va leur faire défaut. Moi, je trouve que Jarrett Allen, alors au-delà de la sympathie du personnage, parce que c'est un mec d'une simplicité rare, mais mec, c'est un taffeur. Jarrett Allen, pour moi, je sais pas, je trouve que c'est un top pivot de la ligue, quoi. Vraiment. Et qui a que 25 ans. C'est un bon pivot de la ligue, tu vois. C'est quoi alors, par rapport à quoi? Le problème, c'est que les meilleurs joueurs aujourd'hui, ils sont pivots. Donc, est-ce qu'on va faire ce jeu à la con de sortir 9 pivots devant Jarrett Allen? Non, j'ai pas besoin de faire 9 pivots. Parce que le problème, c'est que l'année dernière, il s'est fait démolir par un pivot qui est largement moins fort que lui.
Mitchell Robinson, Ah, mais complètement. démolir. Sur un Donc- secteur particulier. donc- Mais attends, moi j'étais ravi. Mais oui, l'année dernière, Non, mais dans c'est le pas combat, grave, oui, mais- l'année dernière, ce qui m'a gêné, et peut-être plus encore Evan Mobley que Jarrett Allen, c'est le combat. Ils se sont, les deux, échappés complètement. Parce que tu peux être dominé par un mec qui prend feu, qui met des grands tirs à 3 points. On l'a vu de Damian Lillard sur des séries. Bon, quand les mecs prennent feu, là, pour moi, ils ont. Et c'est ce qui m'a inquiété cet été, et c'est ce qui me rassure sur cette saison régulière pour l'instant, c'est que l'année dernière, pour moi, ils se sont échappés dans le combat pur. C'est-à-dire que ce que sont les playoffs avant tout, c'est le hustle, la bagarre. Et là, mais pendant toute la série, il y a eu le match 2 à Cleveland où ils se sont un peu réveillés, mais tous les autres matchs, d'ailleurs, ils se font massacrer 4-1, ils se font détruire, pas par la raquette des Knicks, par un seul homme, qui est chiant à contrôler, certes au rebond. Mais bon, il était un peu tout seul, un contre deux. Ouais, bien sûr. Mais donc, ça revient à ce que je dis. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, aussi bon soit-il, et je l'aurais mis All-Star, moi, donc j'ai pas de problème à dire qu'il est très bon. Hein. Je dis que gros, les playoffs, c'est un autre game. Et que je crois que Jarrett Allen a le bon profil pour être un intérieur qui soit seul dans sa raquette avec des bêtes d'alliés ou d'arrière autour de lui. Pas avec un Jarrett Allen, avec un Evan Mobley. Là, moi, je me concentre sur c'est quoi le potentiel de ces mecs-là. Ok, donc vas-y, on y va tout de suite maintenant. Quel est le potentiel de cette équipe? Là, 2024, on va rentrer dans les playoffs dans 2 mois, enfin dans 3 mois, je vais un peu vite. Dans 2 mois d'ailleurs, dans 2 mois en avril. Yannick, je te pose la question. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme objectif réel pour cette équipe? Bah, je dirais. Alors, déjà, passer un tour, parce que franchement, ce qu'ils nous ont fait contre les Knicks, terrible. Mais effectivement, en tout cas, passer un tour. Mais enfin, voilà, après, ça va dépendre des blessures. Mais au complet, je pense que même atteindre une finale de conf, ça me paraît encore utopique pour cette année. Après, honnêtement, il y a une position qui est un petit peu compliquée à avoir toujours dans ces projets-là. C'est-à-dire que, est-ce que, comme Thomas le dit, tu anticipes le fait que même si on les aime bien les deux, à deux ça ne marchera pas et qu'il faut faire un choix et que ce choix-là, ça doit être Evan Mobley et que Jarrett Allen qui peut avoir une valeur marchande et tu vas chercher quelqu'un de plus complémentaire dans une construction où tu peux te projeter sur un titre NBA puisque tu as des Garland, Mitchell et donc Evan Mobley et que Jarrett Allen peut avoir une vraie valeur. Moi, je reste persuadé que cette année, aussi, ils vont aller là-dedans. Les playoffs, évidemment, comme souvent, vont être un filtre. Vont être un révélateur incroyable de voir la manière, le pourquoi du comment ça marche pas ou pourquoi ça marche ou jusqu'où ils vont, qu'est-ce qui leur a manqué, un peu de réussite, un peu où finalement non, finalement on se rend compte que quand tout se resserre en play-off, effectivement c'est de jouer grand comme ça ne marche pas. Moi, je pense qu'encore une fois, comme un peu avec Julius Randle et Knicks, ils se sont achetés le droit, en tout cas, de se redonner une deuxième chance. Et c'est important dans le sport de se donner une deuxième chance. Et il faudra tirer des conclusions. Par contre, il faudra tirer des conclusions rapides. Ça, c'est une certitude. Moi, j'arrive pas, comme toi, à être quasiment persuadé que les deux peuvent pas un jour aller loin. Maintenant, quel exemple tu as là, comme ça, qui te vient en tête? Ouais, non, donne-moi un exemple. L'exemple là, c'est des dernières années, il y en a. Oui, mais si tu me il y en a dis peu. Gasol et Bynum, oui, t'as- ça marche. Mais T'as les Lakers dans la bulle qui jouaient grand. Mais ouais, qui n'ont pas fini grand. Mais qui finissaient pas grand. Ouais, ça marche pas, Qui je trouve. finissaient pas grand. Oui, non, mais c'est. Non, mais c'est pas pour les détruire. S'ils vont tant mieux pour eux. Mais ça ne marche pas sur les dernières années. L'exemple des grands, c'est Duncan Robinson, point barre. Et c'est Duncan Robinson. Non, mais Garnett, Gasol, Bynum. Il y en a, mais c'était dans un autre basket. Gasol, Bynum. Dites-moi là dans le chat, c'est vraiment intéressant. En plus, c'est même pas pour les détruire, c'est juste là, je me projette. Mais tu as raison sur l'année 2, ils vont y aller comme ça. Et je leur souhaite vraiment d'y aller avec le bon état d'esprit, de passer un tour. Tiens, d'ailleurs, je vais vous donner, là, si demain ça devait commencer, on aime bien faire ça. Comme ça, on peut se projeter. Admettons que ça soit figé comme ça, on aurait un premier tour Cavs Magic. Régalade, premier tour. Tu passes pas le Magic, à un moment donné, gros, faut couper tout le monde. Hein. Enfin, tout le monde. Au moins, s'ils se font grailler au rebond par Bitadze, merde quoi. Du coup, s'il va changer de nom, c'est plus Bitadze, ça va être Bitadze. Voilà, en 2 mots. J'ai appris qu'il travaillait Bitadze, j'ai appris qu'il travaillait les week-ends au kebab du coin. Oh n'importe quoi. Non, stop. Oh, le dé de sale gueule. La tête de Turc. Kata. D'ailleurs, oui, vas-y, Yannick. Non, moi je te rejoins sur ce coup-là. À court terme, j'y crois pas les deux. Pourtant, effectivement, je rejoins aussi Erwan sur le fait que j'ai l'impression qu'il y a une dimension qui soit vraiment sous-cotée de Jarrett Allen. Mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je pense qu'effectivement, quand on regarde en face et la viande qui va se prendre sur les one-to-one en playoff, alors effectivement, c'est un excellent joueur, mais il y a plus fort. Il y a plus fort en face.
Il y aura pas. Oui, il y a plus fort en face. Oui, il y a plus fort en face, mais. Ah oui, il y a plus fort en face. Aujourd'hui, les Cavs, on les met quoi? Allez, chapeau 1, il y a les Celtics, il y a les Bucks, même s'ils sont minables, mais bon. Hein. Et les Sixers au complet. Bon, voilà, à peu près, si on devait délimiter tout ça. Ensuite, tu as les Cavs et tu as les Knicks. Et tu as Miami qui est 8ème, et Miami en playoff. Moi, tant que les playoffs n'ont pas commencé, j'ai l'impression qu'on dirait la même chose. Pour Miami, les playoffs. Ouais, mais bon, s'ils nous refont le coup de la dernière fois, qu'est-ce qu'on va dire? Mais c'est pour ça que je les mets dans le chapeau 2. Après, ils ont. C'est Gérard tout ce qu'ils ont Majax fait. aussi, l'entraîneur. C'est plus Eric Spoelstra. C'est Gérard Majax. Ils l'ont déjà fait 2 fois, gros. Ils l'ont déjà fait, gros. Je veux dire, 2 fois. 2 fois, c'est plus de certitude que les équipes qui passent jamais un tour. Spoelstra, bientôt, il va arriver au temps mort. Il va faire sortir une colombe. Mais il a fait hier soir, hein, t'as pas vu? Donc voilà, on est tous plutôt d'accord là-dessus. La question, c'est est-ce que les Cavs, en continuant comme ça, vont pas rentrer dans le chapeau 1? Est-ce que, avec cet effectif, t'es vraiment chapeau 1? Est-ce que vraiment tu vises le titre au-delà de le dire? Est-ce que vraiment tu es en possibilité de viser Il y a un mélange de tout. Il y a un mélange de tout. Il y a eux qui sont surprenants malgré tout d'être deuxième de la conférence Est. Et puis il y a derrière les Celtics, il y a une espèce de mélange de très compliqué à une lecture, ce mélange des Bucks qui changent de coach. Lillard, ça se passe bien sans que ça soit bien. C'est résultat moyen. Mais en ce moment, ça se passe pas bien. Voilà, hein, en ce moment, c'est le cata dire, avec l'arrivée de Doc Rivers. Ils ont changé de coach. Mais bon, qui va mettre une croix sur les Bucks cette année? Moi, je ne la mets pas encore. En tout cas, les Knicks qui bossent très bien en ce moment. Bon, il y a des blessés, mais qui ont parfaitement peaufiné, qui sont, au dire des experts américains, les grands vainqueurs de la free agency. Enfin, il y a plein de choses. Miami, tu as raison. On est déçus, mais on ne va jamais mettre une croix sur eux. En tout cas, pas toi, mais se dire, mais attends, en playoff, c'est jamais la même équipe, ce qui n'est pas faux. Moi, je ne mets jamais une croix sur eux. Mais donc, c'est très, très dur, en fait, ce deuxième chapeau de la conférence, sachant que le premier, il n'y a qu'une équipe, c'est les Celtics. Le deuxième chapeau de l'Est, il est, en fait, c'est un bordel sans nom à lire, quoi. C'est un mix. C'est un mix, ouais. C'est un mix de plein de gens. Ouais, t'as entre 15 et 11. Voilà, t'as eu. C'est Carl Cox et Ibiza, quoi. C'est incompréhensible, le mix. Carl Cox et Ibiza. Un mix. Qui mixe Carl Cox, c'est bizarre. C'est très compréhensible ce qu'il fait Carl Cox. C'est très linéaire, c'est surtout très chelou dedans, on adore. Ouais. Ce soir, les Cavs jouent contre les Sixers. Alors, c'est pas là qu'on va avoir des enseignements ensemble, mais comme toujours, comme tous les lundis soirs, il y a beaucoup de matchs. Hein. Hier, il y avait le Super Bowl, il n'y en avait que 2 des matchs. Donc là, il y a une dizaine de games NBA. Alors, très bien, mettons ça, même si vous savez que d'abord, nous aimons raconter que c'est interdit de jouer si tu es mineur chez les copains de Winamax et qu'on vous a toujours un petit code promo FT10 avec lequel votre premier dépôt de 100 € est remboursé, qu'on vous rajoute 10 balles en plus. Donc comme d'hab, on fait attention avec son argent, pas de bêtises. Ce soir, donc, voici les cotes, 1,19 pour les Cavs et 4,60 pour les Sixers. Je ne vais pas vous apprendre que Joel Embiid ne joue pas ce soir. On vous a quand même rajouté les petites cotes de joueurs. Hein. Donovan Mitchell à plus de 30 points, c'est 2,55, c'est pas mal. Et Jarrett Allen à plus de 12,5 rebonds. Là aussi, c'est bien avec Paul Reed en face. C'est à 2. Est-ce que c'est des cotes qui te parlent, tout ça, Erwan? Je te fais pas l'offense de te demander s'ils vont gagner. Non, mais après, tu peux prendre les Cavs qui vont gagner. 1,19, mais c'est quasi assuré. Et moi, j'aime bien Donovan Mitchell à plus de 30. J'aime bien Michel à plus tard. Ça sera pas bon signe pour notre Nico, national, mais tu veux pas ce soir, il est out, hein, Nico. En plus, ouais, tu peux faire un petit combiné, là-dessus, donc ça peut être pas mal. Je te donne ses stats. Tu peux jouer l'écart aussi. Tu peux jouer l'écart. Ah bah là, tu peux mettre 10 points d'écart. Ouais. Clairement, c'est une bonne idée. Contre les Raptors, il a mis que 15 Donovan Mitchell, mais sinon avant, c'est 27, 40, 29, 31, 25, 45, 28, 32. On dirait on parle d'un scoreur là, non? On dirait qu'on parle d'un scoreur. Va-t-il passer 30? C'est une très bonne question. Demain matin, on pourra se poser la question. Voilà pour les Cavs. Merci Yannick de nous avoir appelés. Bah merci, c'était un plaisir. Hein. Salut Yannick. Tu nous rappelles quand tu veux. Merci beaucoup. Hein. Salut mon grand. C'est cool, merci. Ciao. Bonne soirée, Mathieu. Bon, voilà pour les Cleveland Cavaliers. Donc, à voir ce qui se passe dans cette deuxième moitié de saison. Il y a le All-Star Game qui va arriver. Tout le monde va pouvoir se reposer. Il n'envoie qu'un seul joueur là-bas. Donc, voilà. Écoute, on rediscutera des Cavs dans quelques temps. Et puis, si ça continue, Donovan Mitchell, on va pouvoir parler de lui pour le MVP. Hein. Ah bah tu vois, à un moment donné... forcément, c'est quand t'es deuxième de ta conférence, tu mets des 40. Tu mets des 40 à un moment donné. Voilà pour les Cavs.